Au Kenya, le registre pour les élections générales du 8 août prochain compte 5 millions d'électeurs de plus qu'au scrutin précédent. Pendant ce temps, des doutes subsistent encore sur la fiabilité des listes. En RDC, les autorités de la province du Nord Kivu ont levé le couvre-feu qui avait été imposé dans le Grand Nord depuis l'évasion massive à la prison de Béni, une décision qui inquiète la population. En Centrafrique, l'un des signataires d'un accord de paix entre groupes armés se réclame de la conférence épiscopale. Cette dernière déclare n'avoir mandaté personne à Rome pour la signature du dit accord. Le registre kenyan pour les élections générales du 8 août compte 5 millions d'électeurs de plus qu'au scrutin précédent, a annoncé mardi la commission électorale, alors que les doutes subsistent sur le nombre de personnes décédées encore présentes sur cette liste. Le registre finalisé par la commission électorale inclut 19 611 423 électeurs, soit une hausse de 36% par rapport aux élections de 2013, marquées par la victoire à la présidentielle d'Ourou Kenyatta face à Raila Odinga, a indiqué le président de l'IEBC dans un communiqué. La hausse du nombre d'inscrits est principalement due à une vaste campagne d'enregistrement lancée au début de l'année, lors de laquelle les candidats ont fait campagne pour mobiliser leurs électeurs dans un pays où le vote s'effectue traditionnellement sur des lignes ethniques. Le registre électoral est souvent considéré comme un des principaux éléments pouvant être manipulés pour truquer une élection. Les citoyens de la première économie d'Afrique de l'Est, qui comptait quelques 46 millions d'habitants en 2015, selon une estimation de la Banque mondiale, sont appelés aux urnes le 8 août pour choisir leur président, députés, sénateurs et gouverneurs de comté notamment. En République démocratique du Congo, les autorités de la province du Nord Kivu ont décidé ce mardi de lever le couvre-feu qui avait été imposé dans le Grand Nord, et ce, depuis l'évasion massive à la prison de Béni. Mais cette décision annoncée à la population et aux forces de sécurité inquiète plus d'un. De sources officielles, on affirme que plus aucune raison ne peut justifier les restrictions imposées après l'évasion massive à la prison de Béni il y a un mois. Pour Gilbert Kambale, président de la société civile de Béni, l'insécurité est récurrente dans la zone. Béni est constamment menacé par des groupes armés et selon lui, même ce mardi matin, des combats violents ont encore une fois opposé au sud de la ville l'armée gouvernementale à un groupe qui se définit comme une nouvelle rébellion, le Mouvement national des révolutionnaires. Polémique en Centrafrique autour de l'accord de paix signé sous l'égide de la communauté de Santé-Gidio, signé le 9 juin à Rome entre les groupes armés et le gouvernement centrafricain. Parmi les signataires figure Godefroy Mokamanede, présenté comme le représentant du cardinal Dieudonné Nzapalenga. Mais dans un communiqué, le cardinal Nzapalenga, qui salue tous les efforts pour ramener la cohésion sociale en République centrafricaine, précise qu'il n'a mandaté personne pour le représenter lors des discussions de San Egidio, ni en son nom personnel, ni au nom de la conférence épiscopale. Les évêques qui se sont réunis la semaine dernière font remarquer qu'à aucun moment la conférence n'a été associée à ces discussions, d'où leur surprise de voir figurer au bas de l'accord le nom d'un soi-disant représentant du cardinal. Godefroy Mokamanede, ancien vice-président de l'autorité nationale des élections, a participé à plusieurs reprises à des rencontres de ce type, mais comme observateur, indique le vice-président de la conférence épiscopale. Du côté de San Egidio, on cache mal son embarras. Le chargé des relations extérieures de l'organisation parle d'un malentendu que Godefroy Mokamanede et le cardinal, qui se connaissent bien selon lui, devront clarifier entre eux. Au Gabon, l'enquête dans l'affaire Abba Miko se poursuit. Le 16 juin, des commandos avaient attaqué des médias de Libreville pour diffuser un message de l'ancien candidat à la présidentielle dans lequel il donnait 72 heures au président Ali Bongo pour céder le pouvoir à Jean Ping. Mardi 27 juin, Roland Désiré Abba Minko et son ex-directeur de campagne Guy Arley Nang Ango ont été placés en détention préventive.
Roland Désiré Abaming et son directeur de campagne ont été entendus mardi par un juge d'instruction. Au terme de leur audition, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, plus connue sous le nom de Sans-Famille. Selon un avocat, la détention préventive au Gabon peut durer jusqu'à 24 mois. Les charges qui pèsent contre eux sont lourdes. Association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, incitation à la révolte ou encore diffusion de fausses nouvelles en vue de troubler la paix publique. Ils risquent la prison à vie. 2 autres personnes, des prestataires qui avaient loué des véhicules au commando, ont été relâchés. Un 5e homme proche d'Abamenko a été remis en liberté provisoire, mais reste poursuivi pour outrage. Le parquet, pour la première fois, après plus de 3 mois d'instruction, et un premier renvoi qui a été fait à la demande uniquement du Conseil, le parquet surgit pour lui aussi demander un renvoi pour un motif fallacieux. C'est une aberration lorsqu'on sait que le parquet est indivisible. Et si le parquet est indivisible, le parquet qui a poursuivi ne peut pas arguer de motifs fallacieux nouveaux sans fondement pour demander le renvoi. Il a lâché, le pire c'est qu'il a lâché par lapsus le terme en disant qu'il y a un doute dans la procédure. Eh bien nous disons au procureur que lorsqu'il y a un doute, c'est universellement reconnu que le doute doit profiter à l'inculpé. Nous avons demandé au juge d'être équitable puisqu'il a ordonné la liberté, il a ordonné le renvoi de la procédure à la demande du parquet. Je suppose que le juge sera équitable en accédant également à notre demande pour rétablir les équilibres. L'heure est au premier bilan en Côte d'Ivoire dans les enquêtes ouvertes suite aux mutineries du janvier et mai dernier. Au moins 6 personnes avaient été tuées lors des soulèvements d'anciens rebelles et des vols avaient été également signalés. Des parents sont venus porter plainte. J'ai avisé à expliquer à RFI le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame, arguant que sans plainte, aucune action judiciaire n'est possible. Les faits, objet de l'enquête, sont ceux de janvier et de mai. Pour le fait de mai, il y a eu des véhicules volés et puis des personnes qui ont été tuées. À ce niveau, l'instruction est en cours. 5 arrestations ont eu lieu suite aux crimes et délits commis en janvier. Il y a eu des gendarmes qui ont été écroués pour vol de véhicules et 3 militaires qui sont poursuivis, qui ont même été écroués pour mort d'homme, précise le commissaire du gouvernement. Il s'agit d'un crime dont l'instruction n'est pas terminée. Nous avons les personnes, nous savons qui ils sont, l'instruction est en cours. Est-ce que l'instruction va les renvoyer devant le tribunal ou leur donner un non-lieu? Je n'en sais rien, a conclu le commissaire du gouvernement, Ange Kessi Kwame. La réinstauration partielle du décret anti-migratoire de Donald Trump suscite diverses réactions à travers le monde. Au Soudan, l'un des 6 pays musulmans concernés, ce décret reste vivement critiqué. Malheureusement, c'est une mauvaise décision de la part de Trump et de son gouvernement. Nous étions très heureux avec Obama après qu'il a allégé les sanctions contre le Soudan. C'était une bonne nouvelle pour nous. Soudain, Trump est venu et tout a changé. C'est une injustice envers les Soudanais et le droit. Peut-être que les États-Unis ont peur du terrorisme et du groupe État islamique, mais la décision doit être revue et retirée. Pour d'autres, le Soudan doit être purement et simplement retiré de la liste des pays concernés par ce décret. J'espère que le Soudan sera retiré de la liste des interdictions de voyage comme l'Irak, parce que nous n'avons jamais entendu parler de personnes soudanaises impliquées dans le terrorisme ou des bombardements. Pour l'heure, le décret anti-migratoire de Donald Trump interdit temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 6 pays musulmans, à savoir la Syrie, la Libye, l'Iran, le Soudan, la Somalie et Yémen. Il s'appliquera dès ce jeudi vis-à-vis de quiconque n'ayant pas établi de relation de bonne foi avec une personne ou une entité aux États-Unis.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a dénoncé une attaque terroriste contre le siège du tribunal suprême de justice et le ministère de l'Intérieur. Une attaque à la grenade qui aurait été menée depuis un hélicoptère de la police scientifique. Les projectiles n'ont pas explosé, a précisé Nicolas Maduro. Un communiqué de la présidence évoquait un peu plus tard non plus des grenades, mais des engins et des coups de feu tirés contre le ministère de l'Intérieur. Sur les réseaux sociaux circulaient des photos montrant un hélicoptère survolant Caracas et affichant une banderole sur laquelle était écrit 350 Libertad en référence à l'article de la Constitution autorisant la déchéance de gouvernements hostiles aux garanties démocratiques. Pour l'heure, les forces spéciales sont toujours à la recherche de l'hélicoptère et de l'auteur de cet acte, identifié par les autorités comme inspecteur de la police scientifique. Le président Maduro a pris à partie l'opposition, l'exhortant à condamner cette attaque. Immédiatement, le président du tribunal suprême de justice a emboîté le pas du chef de l'État. Il a assuré que ce type d'action n'allait pas intimider les magistrats, mais les rendrait au contraire plus fermes dans leurs décisions inscrites dans la Constitution. Le tribunal suprême de justice est une des principales cibles des critiques de l'opposition. Depuis la victoire de cette dernière aux législatives de décembre 2015, cette instance a rejeté toutes les décisions des députés, les déclarant nulles et non avenues.